Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. J'ai enfin obtenu ma certification de plongée sous-marine et je suis hypée comme jamais. C'est vraiment un sport hyper relaxant et c'est une découverte incroyable que j'ai faite. Je voulais d'ailleurs vous demander ce que vous faisiez dans la vie de votre côté. Est-ce que vous êtes au travail ou aux études? Histoire qu'on fasse un petit peu plus connaissance, quoi. Pour ma part, je pense que vous le savez déjà, mais je suis aux études et j'ai vraiment hâte de finir. Maintenant, avant d'aller plus loin, si tu aimes les histoires creepy, étranges, inexplicables et surtout incroyables mais vraies, tu es sur la bonne chaîne car c'est pile ce que je fais. Je lis beaucoup sur le sujet et je te raconte les histoires qui m'ont le plus marqué. Alors, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et pourquoi pas partager car ça me permet d'avoir une petite place sous le soleil de YouTube et surtout, ça me permet de continuer à vous partager des vidéos en sachant que mon contenu vous plaît. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Et l'histoire d'aujourd'hui, d'ailleurs, ne fait pas exception. Elle nous emmène à la guerre des Malouines en 1982. Durant cette année-là, l'Atlantique Sud était le théâtre d'une guerre brutale opposant l'Argentine et le Royaume-Uni qui a engagé une lutte féroce pour reprendre les îles Falkland, qui sont elles-mêmes les îles Malouines. Le 23 mai 1982, un navire de guerre, le HMS Antelope, est bombardé. Ce bombardement a entraîné la mort de plusieurs personnes. Mais il y avait aussi des survivants. Des survivants qui ont vécu une expérience aussi étrange qu'invraisemblable. Une expérience aux frontières du réel. Moi, c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. La guerre des Malouines a éclaté en avril 1982 lorsque l'Argentine a envahi les îles Malouines, qui sont aussi appelées les îles Falkland, comme je dis tantôt. Il faut dire que l'Argentine revendiquait la souveraineté de ces îles depuis longtemps. En fait, depuis le début de l'occupation britannique des Malouines en 1833. Donc, depuis le début, l'Argentine a fait savoir qu'elle considérait l'occupation britannique comme étant illégale et qu'elle revendiquait les territoires malouines comme étant des territoires argentins. Donc, en avril 1982, l'Argentine voulait par la force militaire annexer officiellement ces îles à ses territoires et revendiquer enfin leur souveraineté qui leur revenait de droit. Bien sûr, c'était mal connaître le Royaume-Uni qui n'était pas du tout d'accord avec le point de vue argentin et qui a perçu cette offensive comme une atteinte à la souveraineté britannique. Une guerre d'ego, quoi. Donc, en toute logique, dans cette guerre d'ego, les Britanniques ont riposté en envoyant une flotte navale pour reprendre les Malouines. Les combats ont duré 74 jours et ont impliqué des opérations terrestres, aériennes et navales intenses. Et c'est en avril 1982 que le HMS Antelope a été déployé. C'était une frégate de type 21 qui faisait partie de la flotte britannique qui était chargée de protéger les débarquements et d'assurer la suprématie maritime dans la région. Le HMS Antelope mesurait 117 mètres de long pour un poids de 3250 tonnes en pleine charge. C'était un navire qui se voulait polyvalent et son artillerie navale comprenait un canon Mark VIII de 11 cm, des canons Oerlikon de 20 mm, des missiles Sea-Cat et des torpilleurs. Ce navire était comme vraiment paré à toutes les éventualités, quoi. À son bord, on comptait 177 hommes. Parmi eux, Alan Hutchinson, un quartier-maître de 26 ans, que tout le monde appelait Hutch, et David Eyre, un jeune opérateur radio de 21 ans. Au moment de leur embarquement à bord, ces deux hommes étaient loin de savoir que dans moins d'un mois, le HMS Antelope rejoindra les abysses de l'océan Atlantique. Le 23 mai 1982, des avions de combat Skyhawks argentins ont largué 2 bombes sur le HMS Antelope. Ces 2 bombes ont pénétré la coque du navire, mais n'ont pas détonné sur impact. La première bombe s'était logée dans la salle des machines et l'autre
plus instable était pile au centre du navire. Une équipe de démineurs a été dépêchée sur place pour essayer de désamorcer cette deuxième bombe, celle qui est instable et qui est au centre du HMS. Et le sergent-chef James Prescott, qui faisait partie de cette équipe, a tout tenté pour la désamorcer. Mais malgré tous ses efforts, vers 18h, la bombe a explosé, le tuant sur le coup. La coque de l'Antelope est éventrée par la déflagration et le feu s'est rapidement propagé partout, incluant la salle de contrôle. Hutch, qui était en poste dans la salle de contrôle, a été violemment projeté contre la cloison par le souffle de l'explosion. 2 pans en dessous, dans la salle des radios, qui ne se trouvait pas loin de la passerelle de commandement, se trouvait David. Il s'était évanoui suite au choc de l'explosion. Mais peu de temps après, il a rouvert ses yeux. Sa tête lui faisait extrêmement mal, son front était imbibé de sang et un sifflement aigu lui perçait les oreilles. David a essayé de regarder autour de lui, mais n'a distingué qu'un chaos de hurlements et de métal tordu mélangé à une chaleur suffocante. En assimilant ce spectacle macabre, le cœur de David a commencé à s'emballer. Il était en train de paniquer. Il n'arrivait pas à savoir s'il était encore vivant ou déjà en train de mourir. Pendant un court instant, David a pensé à appeler à l'aide, mais sa gorge était sèche et semblait se nouer quand il avait voulu crier. Résultat des courses, aucun son n'arrivait à sortir de sa bouche. David était complètement désemparé. Il était incapable de se repérer. Autour de lui, l'air était irrespirable. Il était saturé de fumée et d'odeur de câbles brûlés. Et alors que ses poumons le brûlaient à chaque inspiration et qu'il toussait à la limite de la suffocation, il a fini par se rendre à l'affreuse évidence qu'il allait certainement mourir seul, recroquevillé contre une cloison dans ce coin du bateau. Alors que David cédait au désespoir, il a remarqué un mouvement à travers la fumée. Ce mouvement, d'abord subtil, s'est progressivement dessiné en une silhouette masculine. David voyait maintenant un homme debout, un peu à contre-jour, dans l'encadrement de la porte qui menait au couloir. Cet homme portait un uniforme trempé. Pour vous dire, des gouttelettes d'eau perlaient de ses manches et s'écrasaient sur le sol en flammes. À cette vision, David sentait une montée d'adrénaline. Il croyait vraiment halluciner. Mais il a rapidement su que cet homme était bien réel lorsque celui-ci s'est mis à avancer vers lui. Et là, il était assez proche pour que David puisse distinguer un visage. Un visage qu'il était content de voir, puisque c'était Hutch. Hutch était vraiment calme et pas du tout paniqué. Ce qui a un petit peu rassuré David. Ce qui est normal puisqu'il ne se sentait plus tout seul dans ce chaos. Mais rapidement, Hutch a tendu une main vers David et lui a dit « Debout, gamin, c'est pas encore ton heure. » David, quasi instinctivement, a saisi la main de Hutch et s'est redressé. Il était pris d'un élan de confiance absolue envers Hutch. Quoique, il n'avait pas tant le choix. C'était un peu l'élan de la dernière chance, si on veut. Les deux hommes se sont alors mis à marcher, guidés par Hutch. Tandis qu'ils avançaient dans le couloir étroit qui menait au pont supérieur, David avait la gorge serrée. Chaque pas était un mélange étrange de terreur viscérale et de foi silencieuse. Il devrait avoir peur de cette situation, mais étrangement, il ne pouvait pas s'empêcher de se sentir protégé. David et Hutch sont passés entre des conduites arrachées, alors qu'une chaleur intense irradiait à travers les cloisons. À gauche, un mur était éventré, laissant voir des flammes qui avaient envahi la salle des machines. Cette scène a entraîné une panique soudaine chez David, qui a senti sa respiration s'accélérer de plus en plus. Il tremblait d'une manière incontrôlable en pensant que ça devait absolument être un cauchemar, qu'il n'avait rien à faire dans cet endroit. Mais Hutch, lui, ne s'est pas arrêté. Il n'a pas regardé. Il a juste continué d'avancer. Ensuite, les deux hommes ont traversé un vestiaire inondé, chacun de leur part résonnant dans l'eau noircie par la suie. Dites-vous que dans cette situation, chaque son est amplifié par l'adrénaline. Et David, qui était déjà en train de paniquer, a senti les larmes lui monter aux yeux. Il voulait poser des questions à Hutch, mais il ne pouvait pas. Il savait en fait que ce n'était ni le bon endroit, ni le bon moment pour ça. Hutch, de son côté, était toujours silencieux et déterminé. Il avançait d'un pas sûr,
guidant David derrière lui à travers le vacarme et le chaos. Puis, les deux hommes sont arrivés devant une trappe pressurisée que Hutch a ouverte d'une traite devant le regard incrédule de David. Ce qui est normal quand on sait que ce genre de trappe devient quasiment impossible à ouvrir dans ce genre de conditions. Bref, une fois cette trappe ouverte, Hutch s'est retourné et a regardé David qui, pour la première fois, a pu clairement voir son visage. Hutch était pâle, il était figé et ses yeux semblaient trahir une expression étrange, comme s'il savait déjà ce qui allait se produire. Mais avant même que David ne puisse réagir, Hutch lui a dit « Monte, dis à Betty que j'ai tenu parole. » David a senti sa poitrine se serrer. Un mélange d'émotions l'a envahi et il a ouvert la bouche pour répondre, mais Hutch était parti. Il avait simplement disparu, comme si il s'était évaporé dans la fumée. N'ayant pas le temps de réfléchir, David a grimpé à l'échelle à toute vitesse. Il se sentait poussé par une force qu'il ne pouvait pas expliquer. Et en quelques minutes, il a enfin pu émerger sur le pont. Il a été ébloui par la lumière du jour et ses yeux ne s'étaient pas encore ajustés qu'il a senti quelqu'un l'attraper et le tirer vers un canot de sauvetage. Dans cette frénésie, David a jeté un dernier regard vers l'antelope et a assisté malgré lui à une seconde explosion qui a secoué l'arrière du navire. À cet instant, tout était devenu noir et David a perdu connaissance. 2 heures plus tard, il a repris connaissance sur un navire-hôpital britannique, le SS Uganda. Il a raconté à ses supérieurs ce qui lui était arrivé et comment Hutch lui avait sauvé la vie. Mais en l'écoutant, ses supérieurs pâlissent et refusent de le croire. Ils ne voulaient pas le croire, ou plutôt ils ne pouvaient pas le croire, pour la simple et bonne raison que Hutch était mort sur le coup suite à la première déflagration. Son corps avait même été retrouvé carbonisé et accroché à des câbles. David lui-même savait que Hutch était mort au moment où il était venu le récupérer. Il a bien senti cette froideur dans ses mains et ce calme hors norme dans cette situation extrême. De plus, David savait pertinemment que, suite à l'explosion, il était humainement impossible pour une personne seule d'ouvrir une trappe pressurisée, chose que Hutch avait faite. Mais malgré l'incrédulité de ses supérieurs et les faits, David insiste. Il n'hallucinait pas. Il avait bien vu Hutch. Il l'avait même touché. Et il avait bien raison, car dans les jours qui ont suivi, d'autres témoignages ont commencé à popper parmi les survivants. Un infirmier de bord a affirmé qu'à l'aube, il a vu un marin complètement trempé traverser le pont en silence. Il a dit, et je cite, « Je croyais qu'il revenait d'une opération, mais cet homme est passé à travers une cloison fermée. » Une technicienne radio a rapporté avoir entendu une voix, en pleine nuit, diffusée à travers l'interphone du dortoir. Cette voix disait « Get up, you're not done », ce qui signifie « Relevez-vous, ce n'est pas terminé ». Un sous-officier aurait entendu des pas dans le compartiment moteur, un secteur qui avait été fermé hermétiquement depuis l'explosion, pour essayer de contenir les effets de l'explosion. Mais bien sûr, on le sait tous, malgré tout ça, le navire a fini par sombrer ce jour-là. Puis, il y a ce plongeur qui, 1 an après l'incident, a été envoyé en mission pour inspecter l'épave. Et alors qu'il était à plusieurs mètres sous l'eau, il a vu une silhouette sur la passerelle, comme si elle le regardait de l'intérieur. Le plongeur aurait pu conclure à une hallucination, seulement si ses instruments ne s'étaient pas affolés pile au même moment où il avait vu la silhouette. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi c'était le fantôme d'Alan Hutchinson qui était revenu aider les survivants. Pourquoi pas un autre marin décédé, ou mieux, pourquoi pas tous les marins décédés n'étaient pas revenus aider les survivants? Parce qu'on s'entend que dans cette histoire, on parle clairement de fantômes. Voici donc la réponse à cette question, ou du moins ce qu'on pense être la réponse. En fait, les camarades de Hutch parlent d'impact. Ils racontent que Hutch disait souvent « Si je claque là-dedans, je reviendrai tirer les copains hors du feu ». Selon eux, Hutch rigolait toujours en disant ça. Mais finalement, c'est clair qu'il rigolait pas tant que ça. Le HMS Antelope repose toujours à 30 mètres de profondeur dans la baie de San Carlos. C'est une épave protégée car elle est considérée comme tombe de guerre. Et même aujourd'hui,
Plusieurs plongeurs en exploration ont signalé des anomalies comme des boussoles qui s'affolent, des sons de métaux qui résonnent sans raison et des voix sous-marines dans les micros. D'ailleurs, des archives déclassifiées de la Royal Navy mentionnent, et je cite, « la présence d'incidents sensoriels inexpliqués à proximité de l'épave du HMS Antelope ». Malgré ça, aucune enquête officielle n'a jamais été ouverte. David, qui est aujourd'hui un vétéran à la retraite, n'a jamais oublié ni la main froide, ni la voix, ni cette paix étrange qu'il a ressentie au milieu de l'enfer. Il continue de raconter la même version et il conclut, et je cite ces mots, « Je sais ce que j'ai vu. Hutch m'a sauvé. Je suis vivant grâce à lui. » Ce qui s'est passé sur le HMS Antelope ce jour-là dépasse et de loin la guerre. C'est une histoire de loyauté, de camaraderie et peut-être de survie au-delà de la mort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter à propos du fantôme du HMS Antelope. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire comme d'habitude. J'ai hâte à vous lire et d'en discuter avec vous. Aussi, si vous avez des histoires avérées ou des expériences personnelles que vous aimeriez que je raconte sur la chaîne, n'hésitez pas à m'en parler soit en commentaire, soit sur Instagram ou via courriel. Vous trouvez toutes les informations en description. Pour Instagram, c'est vraiment le même nom, la même photo. Normalement, vous n'allez pas vous y perdre. Je tenais aussi à vous remercier d'être toujours là et de continuer à me suivre malgré mon inconsistance dans les publications, mais je vous promets que je fais de mon mieux et que j'essaierai toujours de faire encore mieux. Sur ce, je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit. Amusez-vous comme Jaja, profitez du beau temps, soyez bienveillants et surtout, restez safe. Ciao!